Je vais vous présenter une amie, je vais faire un passage de relais qui va poursuivre l'animation. Elle s'appelle Colette, elle a fondé Cococom, qui est une agence de communication pertinente et impertinente. Et elle est également secrétaire générale d'Éclore. Alors son ton est un peu différent. Hein. Dans l'équipe, c'est plutôt la chahuteuse, alors que moi, je suis la maître zen. Bon, on a un peu des deux. Hein. Et je passe le relais à Coco pour la suite, pour nous présenter le reste de la programmation. Merci à vous. Merci à toutes, merci à tous. Moi, j'ai la joie d'introduire la table handicap et performance. C'est des mots qu'on ne voit pas souvent ensemble et je trouve ça bien dommage. Déjà, nous, chez Éclore, on parle de bienveillance et de performance et on étonne les gens, on les intrigue. Là, on va aller un cran au-dessus, on va parler d'handicap et de performance et on va justement parler de l'handicap sur ses différentes formes. Donc il y a des handicaps visibles, des handicaps invisibles, des handicaps moteurs. On va voir ça avec un expert de la diversité et du handicap qui est Pete Stone, qui a créé le cabinet Juste Différentes. Dans la diversité, il y a le handicap et il y a d'autres sujets. Donc il aura l'occasion d'en parler avec ses intervenants. Et vous aurez à la fin l'intervention en grand témoin de Riyad Salem. Riyad Salem, il ne montre pas l'exemple, il est l'exemple de l'handicap et de la performance alliés. C'est un champion paralympique, un entrepreneur et un président d'association. Et il emploie plus de 50 personnes en entreprise adaptée. Je laisse la table ronde commencer et merci à tous. Donc, bonjour tout le monde, je voudrais commencer juste en présentant les différents membres de cette table ronde. On a à ma gauche, complètement à gauche, on a Vanessa Depré-Biou, qui est directrice communication de BNP Paribas, Factor, qui n'est pas sur le slide qui va venir, parce qu'il y a Thibaut Guillet qui n'est pas là aujourd'hui, mais Vanessa a très gentiment accepté de prendre sa place. Juste après, on a Anne Balthazar, qui est présidente de la GFIP. Après, on a Agnès Baudet-Arzel, qui est référente ministérielle handicap au ministère de la Justice. On a Sophie Massieu, qui est journaliste. Et à ma droite, on a Otto Kern, qui est consultant développement durable chez Deloitte. C'est bien ça? Est-ce que j'ai écorché le nom de quelqu'un? Ça va? OK. Donc, moi, je m'appelle Pete Stone. Je suis consultant. Je travaille sur tous les sujets liés à la différence, et entre autres le sujet de handicap qu'on va voir aujourd'hui. Je dis toujours aux gens, je suis une personne handicapée, ça se voit. Ma fille dit toujours non, daddy, ça s'entend. Donc, je ne suis pas sûr que mon bras paralysé ou mon nationalité britannique est plus handicapant. Bon, on va essayer de faire une table ronde pas trop dans le politiquement correct où chacun a son avis à donner sur le sujet. Il n'y a pas de bons avis, pas de mauvais avis. Chacun a le droit d'avoir un avis sur ce sujet de handicap. J'ai été un peu partout dans le monde le dernier mois. Donc, si j'ai mis un peu de cafouillage dans cette table ronde, ce n'est pas la faute des intervenants, c'est ma faute à moi. Donc, je vous prie d'excuser, c'est parce que je n'ai pas eu suffisamment de temps d'être avec tout le monde. Mais je suis sûr, vu que le temps que j'ai passé avec eux, avec elles, qu'ils vont être absolument extraordinaires. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est handicap et performance. Et j'ai demandé à chacun de simplement réfléchir un peu sur ce sujet, handicap et performance. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Donc, on va commencer avec Agnès. Donc, Agnès, je dis handicap et performance, ça vous inspire quoi? Oui, bonjour. Donc, cette question m'a été posée par Pete Stone il y a quelques jours. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est une phrase que j'ai entendue de la part d'un fonctionnaire du ministère de la Justice qui a été recruté récemment et qui m'a dit lors de la semaine européenne du handicap: mais madame, on ne recrute pas en handicap, on recrute des compétences. Et donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir et c'est vrai que je pense que si on veut changer le regard de tous les concitoyens sur le handicap, c'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit. Et pour que ça fonctionne, pour
qu'on augmente en fait le recrutement des personnes en situation de handicap, que ce soit dans la fonction publique ou dans le monde de l'entreprise, on doit avoir en fait ça à l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit de la loi de 2005 qui doit nous encourager en fait à recruter les personnes en situation de handicap, c'est exactement ça. Une personne en situation de handicap, on l'embauche pas parce qu'elle est handicapée, mais parce qu'elle est compétente. Et simplement, son handicap, on doit faire avec, et le rôle de l'employeur, c'est de compenser son handicap. Donc faire en sorte qu'elle puisse travailler et donner le meilleur d'elle-même dans les meilleures conditions. Et quand on a ça à l'esprit, ça change tout. Et je m'en suis rendu compte récemment, puisque j'ai embauché à la mission handicap du ministère de la Justice une personne en situation de handicap. Et ce qui m'a motivée dans le recrutement, c'était ses compétences et ses possibles performances. Donc voilà ce que j'aurais à dire dans un premier temps sur ce point. Super, merci beaucoup Agnès. Je vais revenir sur cette notion de compétence et aussi la terminologie, cette notion de personne en situation de handicap après. Je vais passer la parole à Otto, donc même question, handicap et performance. Micro, oui, on m'entend. Bonjour à tous. Alors, handicap et performance, un sujet très large. Je vais plutôt vous parler moi de mon expérience. C'est vrai que voilà, j'ai vécu très longtemps à l'étranger et du coup il fallait lancer une carrière et lancer une carrière après les études en étant en fauteuil roulant. La performance, c'était quelque chose qu'il fallait tout de suite prouver, mais aussi rassurer l'employeur par rapport aux déficiences, on va dire, visibles, qui du coup doit s'accorder avec des performances liées à un métier qui demande beaucoup de rigueur et beaucoup d'adaptabilité. En fait, moi je pense à ce mot adaptabilité. On doit toujours en fait s'adapter à des contraintes, s'adapter aussi à une rigueur qui est demandée à tous. Et j'ai choisi un métier où le handicap n'est pas forcément très, comme diraient nos amis anglophones, wheelchair friendly. Donc il n'est pas forcément très facile à mettre poser les bases du coup d'un métier qui demande beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, aussi une image qui toujours veut paraître plutôt on va dire parfaite et avec des codes aussi du monde du corporate. Donc tout ça devait pendant quelques temps en fait faire sens. Et du coup il faut rassurer, il faut se prouver, il faut aussi créer une certaine fraternité qui met en avant aussi la performance, non pas la mienne seulement, mais celle d'un groupe, parce qu'une entreprise, c'est une équipe avant tout, et du coup, on ne peut qu'avancer ensemble. Et je crois que le handicap peut créer de la performance. Alors, c'est à nous aussi, et c'était à moi quand je suis arrivé chez Deloitte, de prouver que la performance pouvait complètement être réelle malgré un handicap lourd dans un contexte très rigoureux d'un métier d'un consultant et sur lequel on doit toujours on doit toujours faire face et on doit toujours se prouver, non pas à soi mais aussi aux autres qu'on peut y arriver. Donc du coup c'est beaucoup de travail personnel avant tout, mais je crois qu'on y arrive déjà en sensibilisant les équipes qu'on rencontre dans ce monde professionnel d'un consultant, mais aussi ses propres équipes qui peuvent nous faire arriver à cette performance demandée à la fois par notre employeur, mais avant tout par nos clients. Merci Otto. On va revenir là-dessus aussi sur notre adaptabilité des contraintes. Et notion de se prouver, c'est pareil. Quand tu es anglais, il faut toujours se prouver que tu es compétent. Alors on peut être compétent et anglais en même temps. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais ça existe, les anglais compétents. On va passer la parole à Vanessa. Vanessa, même question, handicap et performance, ça vous inspire quoi? Naturellement, moi, le mot handicap et performance, ça me faisait penser à Michel Petrucciani, ça me faisait penser à Grand Corps Malade, ça me faisait penser à Marie Bochet récemment, et puis ça me faisait penser à Riyad Salem, puisque
En fait, la sensibilisation au handicap par la performance, c'est une évidence avec le sport. Et donc, naturellement, ça m'a fait penser à Riyad, puisque dans le cadre de mes expériences, dans plusieurs entreprises, la meilleure sensibilisation au handicap qui existe pour parler de performance, c'est sans doute le sport. Voilà. Donc, ça m'a fait penser à tout ça. D'accord, super. Sophie. Bonjour à tous. Bon, je vais faire assez concis, assez simple aussi. Je pense que une personne qui a un handicap ne se pose pas forcément tellement la question de savoir. Enfin, en tout cas, si je prends mon exemple personnel, je me suis jamais dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce handicap? Comment est-ce que je peux? Qu'est-ce qui m'est autorisé, etc. Je me suis toujours dit de quoi j'ai envie. Ok, j'ai envie de ça, et ben je vais le faire. Quitte à me demander dans un deuxième temps comment j'allais faire. Tout ça pour vous dire que ça forge un sale caractère et que ça forge une forte détermination. Quand j'ai commencé mon métier de journaliste en 2000, ou enfin en 98 quand je suis entrée à l'école, et que je disais voilà, je veux être journaliste, on me riait au nez littéralement, en me disant mais enfin vous êtes aveugle, vous n'y pensez pas. Et moi je m'étais jamais posé la question sous cette forme en fait. C'était voilà, je voulais être journaliste, point barre, aveugle, unijambiste ou parfaitement valide. Je voulais faire ça. Donc du coup, je pense que ça génère un fort caractère et une forte envie d'y arriver. Et je pense que la forte envie d'y arriver, c'est ça qu'on appelle la performance. Donc je ne vois même pas où il pourrait y avoir une antinomie entre handicap et performance. Je ne vois même pas pourquoi on oppose ces deux termes. À la limite, je ne vois pas pourquoi on en a fait le thème de la table ronde. Merci beaucoup. Donc, une phrase, Sophie demande de dire que je pose une question complètement ridicule. Merci beaucoup, Sophie. Je savais que ça allait te plaire. Oui, ça me plaît beaucoup. Alors, Anne, comment suivre ce que Sophie vient de dire? C'est-à-dire que la question, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pas ta faute, c'est pas toi qui as fait le titre. Hein. Sur handicap et performance. Oui, handicap et performance, bien sûr. Oui, curieux sujet de table ronde, c'est ça que Madame disait. Oui, mais bon, c'est vrai qu'il faut en parler parce que les entreprises peut-être se posent la question. Mais Madame disait tout à l'heure, le handicap, c'est peut-être une donnée, mais c'est surtout une personne qui a des particularités, des besoins particuliers. Et pour l'entreprise, l'important, c'est les compétences, c'est les qualifications, c'est les qualités des personnes. Et moi, je pense aussi que la performance, elle est individuelle, mais elle est aussi collective. Pour ce qui concerne la personne qui a les compétences et le bon profil, d'ailleurs à la GFIP, on a fait dernièrement une campagne de communication là-dessus, sur j'ai le bon profil, et ce qui compte, c'est les compétences. Voilà. Donc on insiste beaucoup là-dessus et il faut continuer à sensibiliser les entreprises. Après, le handicap de la personne, je dis c'est une donnée, il faut faire avec, mais surtout il faut compenser, il faut accompagner, il faut y compris sensibiliser, etc., pour qu'à un moment donné, le handicap soit oublié, voilà, dans la pratique, et que la personne produise à hauteur de ses collègues valides, et peut-être même davantage. Ça arrive que les personnes handicapées soient plus efficaces, efficientes, constructives, productives que des personnes dites valides, encore que les valides, voilà, ça nous attend peut-être un jour de ne plus être aussi valide qu'on le voudrait. Et puis la performance, elle est aussi collective dans l'entreprise. Et je pense que là, pour le coup, une personne handicapée dans un collectif de travail apporte de la performance, parce que lorsqu'on a su recruter une personne handicapée, l'insérer, l'accompagner, sensibiliser le collectif, s'adapter aussi, avoir cette agilité-là, le management, à ce moment-là, il devient plus agile, il devient plus ouvert à la différence et à des besoins particuliers de ses salariés. Et dès lors, pour moi, vraiment le collectif progresse. Quelquefois, même la personne handicapée, elle est presque leader, elle impulse une dynamique, elle est presque quelquefois un modèle aussi d'énergie. Voilà. Bien souvent, on côtoie des personnes handicapées lorsqu'elles sont heureuses, insérées dans l'entreprise, qui sont épanouies et qui entraînent les autres. Donc c'est tout bénéfice pour l'entreprise. Merci Anne. C'est absolument parfait, parce que ça me permet de lancer le deuxième sujet que j'avais noté. Dans la présentation de la table ronde, c'est marqué, je lis ce qui est marqué, l'intégration des personnes handicapées permet de repenser notre rapport à la performance pour construire une société durablement performante dans l'acceptation de la vulnérabilité et de la fragilité. Alors, sans forcément que tout le monde réponde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va répondre par rapport à ça, cette notion de l'intégration de personnes handicapées qui peuvent changer notre vision de la société de manière générale? Qui a envie d'intervenir? Ah, Sophie. Alors,
juste ce que je voulais dire, c'est que quand on fait une fixation sur le handicap de la personne, d'abord, on ne la voit pas elle-même, et ensuite, on focalise sur quelque chose qui n'est peut-être pas ce qui l'a le plus handicapé elle-même. Si, encore une fois, je prends mon exemple personnel, mais c'est comme ça, hein, j'aime beaucoup mon nombril, je le regarde tous les jours. Moi, j'ai eu plus de difficultés à traiter avec d'autres problématiques qu'avec ma cécité. Tout le monde me renvoyait ma cécité à la figure, et ça continue aujourd'hui, je vous rassure. Mais en fait, moi, les problèmes de base que j'ai eu au départ, c'était d'autres problèmes bien plus, finalement, personnels auxquels les gens n'avaient pas forcément accès. Par exemple, moi, j'avais un vrai problème de manque de capital social, vu là d'où je venais et vu là où je prétendais aller. Je venais d'une famille où mes grands-parents, pour certains, ne savaient pas lire et écrire, et moi, je voulais être journaliste de presse écrite. Tout ça en étant passé entre-temps par des parents agriculteurs. Mon vrai handicap de départ, il était beaucoup plus le manque de réseau, le manque de connaissances, le manque de culture générale. Bref, je savais quand même pas grand-chose. Et alors que les gens faisaient un blocage sur ma cécité, moi, ce qui me bloquait davantage et ce qui me complexait davantage, c'était tout ce qu'il y a autour. Donc, faire une société, il y a beaucoup de choses à se dire autour d'eux, effectivement, admettre les fragilités, etc., mais ne jamais, en tout cas, décider à la place de la personne ce qui fait qu'elle est fragile ou ce qui fait qu'elle est forte. Moi, je suis désolée, mais la cécité, c'est ce qui m'a rendue forte. Merci, très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir sur ces notions de fragilité et de vulnérabilité? Anne? Oui, peut-être sur la vulnérabilité des personnes. C'est vrai que je suis par ailleurs plutôt représentante de salariés dans les entreprises, donc on sait très bien que ces personnes sont plus vulnérables, plus fragiles. Et quand il y a un risque sur l'emploi, quand il y a des emplois précaires, quand il y a des difficultés autres que le handicap, voilà, je rejoins madame aussi, les difficultés souvent elles sont extérieures au handicap, mais elles atteignent un peu plus encore les personnes handicapées. Et il est plus difficile pour les personnes handicapées ou en situation de handicap de faire face. Et c'est là où le collectif aussi doit accompagner, doit réagir, doit protéger. Donc il faut encore renforcer les droits des personnes handicapées dans leur carrière, dans leurs droits, par exemple, à pouvoir ne pas travailler à temps plein, ce genre de choses. Il y a encore toute une série de choses qui ne sont pas complètement réglées pour moi, hein, y compris l'accès à la retraite. Des modalités particulières qui permettent que ces personnes soient à égalité dans l'entreprise et n'aient plus cette vulnérabilité. Sans lancer un autre débat sur le sujet des femmes, alors qu'on peut peut-être faire un parallèle après, pas pour dire que les femmes sont les personnes handicapées, il ne faut pas faire ce lien, évidemment, mais cette notion de protection, est-ce que les personnes handicapées ont besoin d'être protégées? Mais on n'a pas forcément envie d'être protégé, pardon, j'interviens, mais moi, j'ai pas envie qu'on me protège, qu'on m'enveloppe, que j'ai rien demandé à personne. On a juste parfois besoin, madame, vous avez raison, d'aménagement de poste. Mais ça, c'est pas de la protection, c'est un système juste qui permet que, par exemple, on a un ordinateur qu'on puisse utiliser quand on ne voit pas, qu'il y ait un ascenseur qui fonctionne quand on se déplace en fauteuil, etc. Mais ce sont des aménagements de poste, ce sont des choses concrètes. À part ça, j'ai pas besoin qu'on me mette dans une boîte de coton. Je sais bien que c'est pas ce que vous avez dit. Mais ce discours, on est tout à fait d'accord. Mais voilà, on n'est pas des petits êtres, pas tous, en tout cas des petits êtres fragiles. Et moi, je connais des gens qui sont parfaitement valides et qui sont bien plus fragiles qu'un paquet de personnes handicapées que je connais par ailleurs. Je crois qu'il ne faut pas constamment associer le handicap au malheur, le handicap à la fragilité. Encore une fois, dans ma vie et dans celle de plein d'autres gens, ce qui m'a fait le plus souffrir ou le plus galérer, c'est pas le fait de ne pas voir. Et c'est pas forcément le fait d'être en fauteuil pour telle ou telle personne. On a tous des problématiques et tous des valises, et c'est pas forcément celles que vous voyez qui sont nos vraies valises. Vanessa, vous avez commencé en parlant de sport comme outil de sensibilisation. Est-ce que vous pouvez faire un lien entre cette notion de sport et fragilité et vulnérabilité? Moi, je vais vous faire part de mon expérience, puisque à l'époque, je travaillais pour CTLM, BNP Paribas Personal Finance, et j'étais responsable de l'accord handicap. Et donc, du coup, la question s'est assez rapidement posée de comment on sensibilise les collaborateurs sur le sujet. Et il y a une évidence qui s'est offerte à nous immédiatement, c'était hors de question de tomber dans du misérabilisme. Et moi, je voulais simplement faire comprendre à toutes les personnes, à tous nos collègues, que non seulement 85% de handicap surviennent au cours de la vie, si je ne dis pas de bêtises, qu'effectivement, il n'y avait aucune raison d'opposer handicap et performance. Mais si c'était moi qui le disais, ça avait moins d'impact que quand c'était un sportif de haut niveau qui le disait.
Et donc du coup, on a eu la chance de rencontrer Riyad, qui nous a parlé de son expérience, de son palmarès, parce que c'est bien un palmarès, puis qui est venu échanger à bâton rompu avec les managers, avec les collaborateurs de l'entreprise. Et c'était très, très intéressant parce que les managers, on a fait un petit café un peu sympa avec les managers, les collaborateurs, qui durait 1h30. Et à la fin, les managers m'ont dit moi, ça faisait peut-être 1 an ou 2 que je n'avais pas utilisé mon BlackBerry. À l'époque, c'était encore les BlackBerry pendant 1h30 ou 2. Ils ont été happés par le discours parce que ça leur a renvoyé la vraie réalité, la vraie vie. On a parlé des vrais sujets et ils se sont rendus compte que le handicap, c'était justement pas un sujet, mais qu'il fallait simplement oser en parler simplement avec les vrais mots, sans tabou. Voilà. Donc oser parler du handicap pour que le handicap ne soit pas un sujet. Exactement. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose et on parle de quelque chose, des choses dont on parle n'est pas un sujet dont on parle. Non, mais je suis entièrement d'accord. Hein. Agnès, vous pouvez rebondir là-dessus? Oui, je voulais rebondir sur la notion de subjectivité de la notion de handicap, où effectivement il y a le handicap visible et comme le disait ma voisine, comment dire, les réflexes que les gens vont avoir en se disant voilà, cette personne est non-voyante, cette personne ne peut pas marcher, donc elle est forcément en difficulté. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir des témoignages de personnes qui disent mais le handicap il n'est pas forcément là où on l'attend et où le commun des mortels, on va dire, où le monde des valides le perçoit. Et ça me fait aussi penser à une deuxième chose sur le fait que aujourd'hui, en réalité, 80% du handicap dans le monde du travail est invisible. Donc le handicap visible, c'est vraiment la partie la plus petite du handicap. Et comme le disait Vanessa, 80 à 85% des handicaps se déclarent pendant la vie professionnelle. Et moi, c'est un peu la vision que je voudrais essayer de faire évoluer au sein du ministère de la Justice, c'est de se dire que tout le monde est concerné. C'est pas seulement, voilà, on fait l'aumône, on accompagne une personne en situation de handicap, on met de l'argent pour essayer d'aider, ce n'est pas ça, ça fait partie de la vie. Et très récemment, j'ai eu une discussion avec une personne, ça m'a beaucoup marqué, qui est elle-même en situation de handicap, qui est allemande, qui a travaillé avec le ministre des Finances en Allemagne et qui est actuellement chargé de mission en France à Bercy, et qui m'a dit, donc je lui parlais de notre système d'aide, du fonds d'insertion des personnes handicapées qui nous donne de l'argent pour... Et donc je lui parlais de ce système entre guillemets d'assistanat qui est nécessaire pour aménager les postes, etc. Et elle me regarde et elle me dit « Mais vous me faites marrer les Français, parce que vous avez l'impression que vous avez réglé le problème. À partir du moment où vous mettez de l'argent, vous dites voilà, alors le handicap c'est réglé, on met de l'argent, on dépense de l'argent, donc on a fait ce qu'il fallait et c'est réglé. Mais non, c'est pas ça. » En fait, elle trouvait que dans son pays, il y avait eu un vrai travail sur l'inclusion. Le handicap, ça fait partie de la vie, ça concerne tout le monde, ça peut toucher tout le monde tout au long de la vie. Le handicap, il peut être visible ou invisible, il peut être à un endroit où on ne le voit pas, c'est-à-dire que comme disait Sophie, sa cécité, c'est pas ce qu'elle ressent comme le plus fort handicap finalement dans sa vie. Il peut être ailleurs, donc il faut simplement l'avoir à l'esprit, l'inclure, et c'est aussi dans l'éducation qu'on apporte à nos enfants. Je pense que c'est vraiment dès l'école, dès la crèche, où il faut que les humains, voilà, les concitoyens, soient sensibilisés à cette question en disant que peut-être un jour, dans leur famille, dans leur propre vie, ça leur arrivera. Peut-être qu'eux vont ressentir aussi un handicap qui ne se voit pas, mais qui va avoir un impact dans leur propre vie, à l'école, professionnelle, dans leur famille.
Et donc c'est cette notion-là de handicap au sens assez large du terme qu'il faut avoir à l'esprit et pour que les choses changent et qu'on vive dans une société plus inclusive. Merci beaucoup. Donc Agnès a parlé de notion de handicap visible et invisible. Donc si je tourne à Otto, donc vous avez un handicap visible. Je ne parle pas uniquement de votre barbe. D'après vous, c'est plus facile, plus compliqué? Ça change quoi d'avoir un handicap qui se voit? Comment est-ce que vous vivez ça par rapport à un handicap qui ne se voit pas? Je disais quelque chose à Riyad l'autre jour et ça l'a fait rire. Je lui ai dit que je me sens comme le plus valide des invalides, en vrai. Ce qui veut dire que de loin, on peut me voir, enfin, on voit mon handicap apparent, bien entendu. Moi, j'ai une vie un peu différente peut-être que de la plupart des personnes atteintes d'une tétraplégie comme moi. J'ai vécu à l'étranger pendant 14 ans de ma vie. J'ai toujours été dans des écoles pas adaptées ou considérées comme normales, entre guillemets, pour certains. Parce que vous êtes peut-être normal. Voilà, exactement. Non, mais c'était toujours un combat, en fait, dès un plus jeune âge, et je rebondis sur ce qui a été dit sur l'école. Je pense que c'est extrêmement important de mettre le handicap au contact des plus jeunes élèves et au contact de la primaire et puis même de la maternelle. Voilà, moi j'ai fait primaire maternelle dans le 6e arrondissement, dans une école publique. J'étais le seul en fauteuil roulant et du coup ça a toujours été une normalité pour moi. La RQTH, la mission handicap, pour moi c'était des mondes très très lointains. Et surtout ça m'a un peu choqué en fait quand je suis rentré, parce qu'on parlait plus de RQTH et de mission handicap que en fait du métier en soi, ce qui pour moi est plus important. Et du coup la performance, moi je la vois d'abord, et le handicap je le vois en fait presque pas. C'est en tout cas mon histoire fait que le handicap je n'arrive pas trop forcément à le concevoir. C'était quelque chose qui est arrivé un peu tard, de par certaines réalités administratives de l'entreprise peut-être. Et du coup, voilà, la différence c'est qu'aux États-Unis, quand vous postulez à un job, on vous demande vos motivations. On vous dit qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'équipe, quelles sont vos qualités intrinsèques et comment vous pouvez nous aider à devenir meilleurs. Ici, c'est généralement, bon, est-ce que vous avez la RQTH? D'accord, à 80%, super. On va se rappeler, on va vous faire rencontrer à quelqu'un de notre fondation et puis peut-être que vous aurez un 3e entretien. Et comment vous pouvez vous déplacer. Et en fait, ça prend pas mal de temps avant de parler de ses qualités professionnelles, expérience académique également. Donc tout ça fait que voilà, la question doit un peu être dissociée, je trouve, handicap et performance. On doit d'abord parler de performance, c'est extrêmement important aussi, c'est une façon de motiver les collaborateurs et puis les personnes qu'on veut recruter en leur disant d'abord que en mettant en avant leur qualité intrinsèque, personnelle et puis professionnelle. Et puis après, parler des handicaps, parce que ça, c'est juste une question de logistique, en fait. Comment organiser une voiture, comment adapter le poste, comment rendre certaines personnes qui sont en effet un peu plus fragiles pour certains, complètement intégrées. Et mon dernier mot, en fait, je pense que c'est aussi un travail qu'on doit tous mener, chacun, pour en fait, que le handicap et la performance s'associent, et d'une façon très claire et très nette. C'est-à-dire que chacun doit s'approprier son handicap par rapport au métier qu'il désire faire. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, j'ai choisi le métier de consultant, mais on peut choisir plein d'autres. Et le handicap ne se déroule pas de la même manière dans chaque métier. Il y a des métiers où on reste souvent à son bureau, il y en a d'autres qui demandent beaucoup de voyages. Chaque handicap a une manière aussi de s'adapter à son poste. Entre les handicaps visibles et invisibles, entre les non-voyants, les personnes comme moi atteintes d'une tétraplégie, je pense qu'il n'y a pas une formule magique pour tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment, je pense, important à retenir. Sophie? Je voulais juste dire que j'étais à 2000% d'accord avec ce que vient de dire Otto et ajouter un tout petit truc. Ne jamais oublier qu'une personne quel que soit son handicap, est experte de sa situation. Elle sait parfaitement ce dont elle aura besoin ou pas. C'est pas la peine de se torturer les méninges pendant 3 heures, de savoir comment elle va porter son plateau à la cantine. Et si vraiment vous pouvez la recruter, ou si vous la recrutez, elle ne pourra pas aller manger parce qu'elle ne pourra pas porter son plateau, vous inquiétez pas, le plateau, il y a longtemps qu'elle a appris à le gérer. Et elle saura formuler sa demande, qui sera différente en effet selon qu'il s'agira d'Otto, de moi ou de n'importe qui d'autre
qui sera là. Mais faites confiance aux gens, ça vaut à mon avis pour les personnes handicapées comme pour n'importe qui. En général, on se connaît bien, et quand on a un handicap, aussi performant soit-on, on a quand même ce handicap, parfois depuis longtemps, parfois même pour certains, même si c'est un des cas les plus rares depuis la naissance, on le connaît par cœur, on se connaît bien, on connaît bien nos limites, on connaît bien nos atouts, et on peut se faire confiance. Anne. Pour en rajouter dans ce sens-là, je suis complètement d'accord. Et pour dire aussi aux entreprises, aux employeurs, de ne pas avoir peur des personnes, du handicap. Les personnes, vous le dites, elles sont expertes de leur handicap, d'une part. Et puis que, aussi par nature, il faut regarder au cas par cas. Parce qu'il y a des employeurs qui disent, oui, mais sur tel métier, je ne peux pas recruter de personnes en situation de handicap, sur tel autre, je ne peux pas, sur tel autre, tel type. Non, il faut que, par définition, tous les métiers, tous les emplois soient ouverts à toutes les personnes, y compris en situation de handicap. Et après, c'est au cas par cas. Si la personne qu'on souhaite recruter pour ses compétences, elle a un frein de mobilité ou un autre frein, voilà, c'est avec le médecin qu'on discute, c'est avec la GFIP ou le FIP qu'on discute pour faire appel à des financements, à des expertises, à des accompagnements. Et ça marche et ça se passe. Donc voilà, ouvrez vos métiers, ouvrez vos emplois. Il y a des métiers qui sont plus fermés que d'autres. Moi, j'ai été étonnée de voir que, par exemple, les métiers du numérique étaient jusqu'à il y a quelque temps fermés à l'emploi de personnes handicapées. Donc, ceux de la presse aussi, paradoxalement. Comment? Ceux de la presse aussi, paradoxalement. Ceux de la presse aussi, vous en profitez, vous avez raison. Et d'autres, mais voilà, je pense à ceux-là, effectivement. Alors qu'on pourrait penser que, justement, pourquoi pas ouvrir ces métiers, d'ailleurs, comme d'autres. Donc là, la GFIP ou d'autres font des actions pour ouvrir tous les métiers. La diversité des métiers doit s'ouvrir à la diversité des personnes, y compris en situation de handicap. Alors, je peux poser une question? Non, je veux réagir. Je pose des questions, après vous réagissez à autre chose. Donc, question pour les deux représentants d'entreprise. On me demande souvent comment on recrute une personne handicapée. Quand on vous dit ça, on vous demande ça, qu'est-ce que vous répondez? Et comme les autres. Comme les autres. La question ne se pose pas. Les entretiens, moi j'ai été longtemps recruteuse et l'entretien se passe exactement de la même manière. Alors certes, il faut que les entreprises avancent sur le sujet, mais moi les questions que je posais, c'était autour du savoir-faire et du savoir-être. Parce qu'on parle beaucoup de savoir-faire, mais on ne parle pas aussi suffisamment du savoir-être. Voilà. Et donc, c'est deux éléments qui sont fondamentaux et on ne recrute pas différemment. Alors peut-être par contre que le sourcing est différent aujourd'hui parce que peut-être que certaines personnes n'osent pas candidater. Donc effectivement, il y a une sorte de filière parallèle qui s'est un peu créée au fur et à mesure des années avec Andy Today, avec toute une sorte de sites sur lesquels les personnes en situation de handicap pouvaient postuler. Moi, de mon expérience, on recrute souvent plein de personnes en situation de handicap sans le savoir, puisque le handicap est invisible. Et à ce moment-là, on ne se pose même pas la question. Donc, à part la question de fin qui est de dire est-ce qu'on a besoin d'aménager de votre poste de travail, ça s'arrête là. Agnès? Alors, moi, j'avais un petit apport à faire sur la question du recrutement, puisque dans la fonction publique, le recrutement pour une personne en situation de handicap peut se faire de différentes façons, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, pour entrer dans la fonction publique, en tout cas la fonction publique d'État, la voie principale de recrutement, c'est le concours. Donc ces concours sont ouverts en personnes en situation de handicap et elles peuvent demander un aménagement du temps, par exemple, pour passer les épreuves. Mais je trouve qu'il y a une méthode de recrutement qui est très intéressante, en tout cas pour la fonction publique d'État, mais qui existe aussi pour les deux autres fonctions publiques. C'est le recours à l'article 27 de la loi de 84, qui permet en fait de recruter la personne de façon contractuelle. Donc on fait passer un entretien pour un poste ciblé. Et une fois que la personne a été recrutée, elle prend ses fonctions sous forme d'un contrat pendant 1 an. Et si au bout d'1 an, elle a donné satisfaction, à ce moment-là, son emploi est pérennisé et elle devient fonctionnaire.
Donc ce mode de recrutement, moi j'en fais beaucoup de publicité au sein de mon ministère, puisque c'est beaucoup plus facile finalement de recruter une personne par cette voie que d'organiser un concours qui coûte très cher souvent à l'administration. Quand on ouvre un concours, le temps de faire passer les épreuves, de recruter, c'est très long. C'est au moins 1 an à l'avance, il faut le budgéter. Alors que recruter par la voie contractuelle de cette façon, c'est beaucoup plus simple. Et comme nous avons une assez importante pénurie de personnel, c'est en fait un mode de recrutement que les employeurs au sein du ministère commencent à identifier et utilisent de plus en plus souvent. Et moi-même, à la mission handicap du ministère, j'ai recruté donc mon adjoint de cette façon en participant à un job dating organisé par Handisport pour rebondir sur les sportifs. Et c'est très efficace, très rapide. Donc je trouve que c'est intéressant de différencier le mode de recrutement pour les personnes en situation de handicap. Et moi, je rebondis juste sur une phrase qui m'a beaucoup marquée et qui devient un peu la phrase leitmotiv du ministère. C'est une phrase d'Aristote qui dit il n'y a rien de plus injuste que de traiter de façon égale des choses qui sont inégales. Donc je trouve qu'il est intelligent dans nos modes de fonctionnement, que ce soit l'entreprise privée ou la fonction publique, de se dire qu'il faut simplement, on recrute des compétences, de la performance, on est d'accord, mais il faut simplement être souple et savoir s'adapter aux situations. Vanessa ? Je rebondis juste simplement en disant qu'effectivement, le sujet de l'aménagement de poste, ce n'est pas un sujet. Il y a une solution à toutes les situations. Le seul sujet, c'est la volonté. Voilà. C'est une question de volonté, une question d'engagement, une question de conviction, d'où la nécessité de toujours et encore sensibiliser, d'informer, etc. etc. On a pas mal utilisé le mot compétence, je trouve ça intéressant. On a tendance à voir les compétences chez les personnes qui n'ont pas de handicap et les contraintes chez les personnes qui ont un handicap. Alors, moi, j'ai jamais rencontré personne sans handicap qui n'a que des compétences et pas de contraintes. Et je n'ai pas encore rencontré une personne handicapée qui n'a pas de compétences. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de la personne, on aborde ça de manière complètement différente. Et c'est ma femme qui m'a permis de comprendre ça un jour quand on faisait du jardinage. Elle me passe une cisaille pour couper la haie. Et bon, quand tu as une main qui ne marche pas, utiliser une cisaille, c'est quand même pas le truc le plus évident. Et je dis, mais tu te fous de moi? Et il m'a dit, ah merde, j'ai oublié. Donc déjà, j'ai oublié le fait que je suis handicapé, donc je trouvais ça plutôt sympa. Et il me dit, mais... Donc je l'engueule un peu en disant, je ne peux pas l'utiliser, le cisaille. Il dit, mais attends, mais moi aussi je suis handicapé. Je dis, mais ça faisait quand même plusieurs années qu'on était ensemble, je savais en quoi? Il dit, je fais 1m55. Et je dis, mais je regardais la définition officielle de handicap, 1m55, c'est pas un handicap. Il dit, sauf que ça veut dire qu'il y a des choses que toi, avec ta 1m80, tu sais faire, que moi, je ne sais pas faire, mais 1m55. Et toi, avec ta main seule, il y a des choses que tu ne peux pas faire, que moi, je fais avec mes 2 mains. En fin de compte, je me suis rendu compte que le sujet handicap, exactement ce qu'on a dit au début, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet à partir du moment qu'on en parle. Mais c'est ce qui fait la complémentarité dans la vie. C'est-à-dire qu'on a tous des compétences, des incompétences. Si, moi, j'ai croisé des personnes handicapées complètement incompétentes, il n'y a pas de raison. Bah oui, moi aussi, beaucoup. Mais il y a de tout. Mais et quand aussi. Mais voilà, c'est ce qui fait qu'on peut se compléter. C'est l'intérêt d'être dans des sociétés, au sens entreprise comme au sens société dans laquelle on vit, où on mélange. C'est pas pour faire du béni oui-oui et un discours bien pensant. Je crois que vous avez compris que c'était pas trop mon truc. Mais de fait, c'est quand même un plaisir de savoir qu'autour de nous, il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gros, des petits, des noirs, des blancs, et des handis et des pas handis. Et c'est avec ça qu'on va fabriquer un tout qui va fonctionner. Je pense que, comme un corps, chacun de nous est un membre de ce tout, et c'est avec ça que ça fonctionne. Et y compris s'il y a un des membres qui est un peu tordu ou mal fichu ou qui sert à rien, comme un œil qui ne voit pas ou comme un bras qui tient pas une cisaille.
Mais voilà, réunis à d'autres, par exemple, on peut se liguer. C'est-à-dire que tu peux me montrer ce qu'il faut que je coupe. Ouais. Moi, je ne verrai pas où il faut couper, mais si tu me dis celle-là, Ouais. ça va le faire. Et du coup, ça crée un esprit, je dis ça en plaisantant, mais ça crée un vrai esprit d'équipe. Moi, par exemple, j'ai eu la chance un temps, pour un magazine associatif, d'être à la rédaction en chef du magazine. Comment croyez-vous que je choisissais les photos de couve? Pas au hasard. Et pour autant, on n'a pas fait des couvertures blanches ou toutes noires avec rien. Il y avait des belles images que je commandais à des photographes et qu'on choisissait en équipe. Ouais. Le handicap, peut-être au départ contraint, mais surtout, du coup, après, favorise le travail d'équipe. Et ça, c'est vraiment chouette. Très bien. J'ai une dernière question avant de voir un petit film et après de voir si c'est des questions dans la salle. On a parlé de... Il y a certains moments où les gens ont parlé de personnes handicapées. Il y a d'autres moments où on a parlé de personnes en situation de handicap. Vous préférez quel terme et pourquoi? Rapidement. On s'en fout. On s'en fout. Très bien. Après, les autres. Je sais pas. Otto, personne handicapée, personne en situation de handicap, ça change quelque chose ou non? Non, moi je dirais je m'en fous aussi. En vrai, non, peut-être en situation de handicap, parce qu'il y a plusieurs situations de handicap qui sont incomparables, encore une fois. Pour moi, c'est la personne, avant le handicap. Et après, on oublie le reste. On oublie le reste, c'est la personne qui doit convaincre. Et là, quand on parle de travail et de métier, c'est aussi l'employeur qui doit essayer de tendre la main et puis dire que c'est possible. Donc, dans les deux sens, ça doit être une appréciation et puis aussi une volonté commune de réussir ensemble. Parce que voilà, n'importe quelle équipe, on revient au sport, quand ton défenseur ne joue pas avec ton milieu, dans ce cas-là, tu ne peux pas jouer au foot. Et c'est pareil au rugby, et c'est pareil dans n'importe quel sport. Je crois que l'entente commune doit être réelle dans une équipe et dans un métier. Donc, handicap ou pas, je pense que pour ces personnes considérées comme valides ou sans handicap, ils ont aussi, eux, des handicaps, pour moi, qui sont davantage conséquents pour certains, en termes d'interaction humaine, en termes d'humanité, en termes de sociabilisation aussi au sein d'une équipe. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à communiquer. Et pour moi, ça, c'est un handicap qui est 15 fois plus lourd que le mien. En tout cas, c'est ce que j'ose croire. Donc voilà, je pense que chacun a un handicap quelque part. Après, il y en a qui sont officiels et des papiers l'attestent, ou des petites cartes orange. D'autres en ont peut-être et sont considérés comme valides. Donc en fait, même ce terme handicap, pour moi, il est assez trouble. Et il peut causer parfois du tort aussi et mettre une étiquette. Donc voilà, je sais que je suis en situation de handicap pour des raisons évidentes, mais je pense que voilà, la volonté commune de s'entendre autour d'un projet, qu'il soit professionnel ou humain, avant tout, c'est ce qui prime. Voilà. Très bien. D'autres réactions? Oui. Oui, merci. Alors, les termes évoluent, hein, je ne sais pas si c'est par génération, on est parlé des handicapés avec un Z, aux personnes handicapées, et là on parle de personnes en situation de handicap. Alors pour moi, AGFIP, je parle souvent de personnes handicapées, parce que ce sont des personnes qui sont reconnues administrativement handicapées, bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, pour lesquels l'AGFIP intervient. Voilà, donc il faut avoir coché la case, donc avoir fait une démarche administrative pour avoir accès aux accompagnements, aux compensations. Voilà, à un moment donné, on se dit qu'il faut faire un acte soi-même pour avoir des accompagnements. Après, le handicap, c'est vrai qu'il est toujours par rapport à un environnement, à une situation. Mais votre épouse qui ne peut pas atteindre la haie, elle est en situation de handicap. Exactement. Parce qu'il y a une situation donnée où elle n'est pas en capacité de faire alors qu'une autre le pourrait. Ouais. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai du mal avec le terme en situation de handicap si on l'élargit à tout le monde, parce que tout le monde est en situation de handicap à un moment donné ou à un autre. Je pense qu'il y a un petit sujet quand même, c'est celui des personnes handicapées psychiques qui ont du mal à passer le pas, à faire l'acte de reconnaissance pour certaines, hein, sur certaines maladies psychiques. Les personnes disent non, je ne suis pas handicapée, je ne suis pas malade, je suis juste différent. Voilà, là il y a un petit sujet qui n'est pas complètement réglé, je l'avoue.
Vanessa, j'ai l'impression que vous voulez ajouter quelque chose. Bah, moi, c'est l'inverse. J'aime bien le terme en fait en situation parce que ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. Parce que ça veut dire que bon, on a pareil, ça veut dire qu'on trouve une solution et qu'on est tous sur le même pied d'égalité. Donc moi, de mon côté, j'adore ce mot en situation. Mais je comprends votre propos. Agnès? Alors, moi, je voudrais faire un petit focus sur donc ce terme en situation de handicap et de ce que ça recouvre derrière dans la carrière d'une personne. En fait, en organisant, ça fait peu de temps que je suis référente ministérielle au ministère de la Justice, et en organisant au mois de novembre dernier la Semaine européenne du handicap, on a mis en place un atelier et plusieurs personnes, plusieurs fonctionnaires sont venus me voir en me disant, voilà, en fait, j'ai un handicap, invisible généralement, mais je n'ose pas le déclarer parce que j'ai peur ensuite que ça bloque ma carrière. Et ce n'est pas complètement infondé. C'est-à-dire qu'une fois que, en tout cas dans la fonction publique, c'est assez marqué, une fois que vous rentrez dans la catégorie des personnes en situation de handicap, que vous avez votre titre, vous avez un peu l'impression de porter un fardeau et une croix. Et comme le regard est certes en train de changer, mais il n'est pas encore complètement modifié, vous risquez de tomber sur des employeurs ou des RH quand ils vont recevoir votre demande de mutation, par exemple, qui vont voir que vous êtes en situation de handicap. Ils vont peut-être pas toujours avoir la bonne attitude et ça va être un regard négatif. Donc moi, en tout cas, voilà, j'ai été sensibilisée par plusieurs personnes qui m'ont dit, voilà, on hésite à faire cette démarche parce que le mot handicap va être posé sur notre personnalité et ça risque de bloquer notre carrière. Alors moi, j'ai tendance à répondre, à encourager quand même les gens à le déclarer parce que quand vous le déclarez, ça vous ouvre un certain nombre de droits et notamment des possibilités de mutation facilitées, de l'aménagement de travail aussi facilité. Et il faut penser aussi que quand on est dans une situation de handicap, très souvent, on y reste et le handicap est évolutif. Donc, vous avez quand même tout intérêt à ce que votre employeur soit au courant et que si vous avez besoin d'aménager vos horaires à un moment donné parce que vous avez des soins ou des choses comme ça, vous puissiez de droit en bénéficier, alors que si vous ne déclarez rien, vous risquez d'être gêné et qu'on vous refuse tout aménagement de poste. Voilà ce que ça évoque pour moi. Merci Agnès. Pour les gens en régie, je vais changer l'ordre. Ce que je propose, de faire des questions avec la salle si les gens ont des questions et je vais vous montrer le film juste après, avant l'arrivée de Riyad. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions pour ces merveilleuses intervenantes et Otto? On vous a tous endormis? Bonjour. Non, moi je suis toujours réveillée. Moi, il y avait une question. Voilà. Vous pouvez nous dire qui vous êtes quand vous posez une question, c'est chouette. Ouais, c'est chic. Je suis Séverine Pierron. Je travaille dans les RH dans une PME. Et la question de l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est pas qu'une question de volonté, parce que nous, par exemple, on fait absolument aucun blocage de ce côté-là. Mais par contre, on n'a aucun candidat. C'est-à-dire, nous, on est une société de conseil, n'est-ce pas? On recrute effectivement des gens qui sont à Bac plus 4, Bac plus 5. Et il n'y a personne qui se présente. Et on a un vrai problème avec ça. Et j'avais parlé dans un salon spécialisé avec des recruteurs de grosses entreprises en France qui ont un discours absolument cynique, qui m'ont dit, mais nous, on va les chercher dans les écoles directement, comme ça on est sûr d'en avoir, on aura nos 6%, etc. Donc voilà, c'est pour dire, nous, il peut y avoir une volonté, mais c'est compliqué. Et de l'autre côté, il y a un système assez cynique, en fait, qui fait que les entreprises sont dans une logique un peu financière. Et voilà, donc je veux savoir ce que vous en pensez. On a exemple d'une entreprise cynique à gauche qui va répondre. Alors moi, de mon expérience, nous, on a réussi à doubler le taux d'emploi en 2 ans. 2 ans et demi. Alors, vous allez me dire même triplé, parce qu'on partait de 0,8, on arrivait à 3 et quelques, 3,6.
uniquement, quasiment exclusivement, on avait recruté bien sûr, et comme vous, on est une société bancaire, on embauche Bac+3, 4, 5, uniquement avec des personnes qui se sont déclarées, parce qu'en fait les personnes, elles sont déjà dans votre société. Alors ça paraît facile à dire comme ça, hein. On a fait un tour de France, on est allé avec Riyad est allé dans chaque département de l'entreprise, on a fait des petits déjeuners avec tous les collaborateurs. Le jour où les collaborateurs ont compris qu'ils avaient intérêt parce qu'on allait les accompagner pour résoudre la situation, et non pas le handicap, mais la situation de handicap, qu'on savait que c'était de la performance, qu'on était convaincus et qu'on ne le faisait pas parce qu'il y avait une loi sur les 6%. Ce jour-là, on a doublé notre taux d'emploi, voire plus. Alors bien sûr, on a recruté. Effectivement, il n'y a pas forcément énormément de candidatures, mais par contre, il faut aussi les regarder parfois différemment quand il y a un trou sur le CV de 2 ans. Ce sujet, on ne le prend plus en compte. Alors que traditionnellement, sur le recrutement, vous diriez « Ah bah oui, mais il y a 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période, etc. » Là, vous ne dites pas du tout ça, vous comprenez. Donc, à un moment donné, il y a la formation quand même des recruteurs et des opérationnels, parce que le recrutement, c'est l'ARH et les opérationnels. Et le deuxième sujet auquel moi, je crois beaucoup, c'est toutes les personnes en situation de handicap qui sont déjà dans votre entreprise. Sophie, j'ai l'impression que vous voulez... Ouais, non, j'avais juste envie de dire 2 choses. Qu'effectivement, ça pose une question de la formation, où il y a beaucoup de personnes handicapées, quel que soit le moment où arrive le handicap, qui ont un niveau 5, voilà, donc qui ne sont pas du tout les profils que vous recherchez, madame. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi, je ne trouve pas ça cynique du tout d'aller chercher les élèves là où ils sont et de s'intéresser à eux dès les écoles. Au contraire, il y a sûrement des partenariats à monter entre écoles et entreprises pour justement qu'après, vous ayez les profils formés correctement, les personnes que vous recherchez. Et moi, je ne trouve pas ça cynique du tout d'imaginer au contraire des accords avec des grandes écoles. Il y a suffisamment après de gens diplômés qui ne trouvent pas de job derrière. Donc je pense qu'au contraire, il y a sûrement des tas de choses à imaginer. Anne, et après je vais donner un avis aussi. Oui, merci, parce que c'est vrai, c'est un vrai sujet. Ça, là, on a parlé performance, ça veut dire aussi compétence, on l'a dit, ça veut dire qualification et manque de qualification en moyenne des personnes handicapées ou qualification inférieure au tout public. Et moi, je pense à nos jeunes. Je pense que la qualification, elle va passer aussi par l'ouverture de l'école. Elle s'ouvre l'école, petit à petit. Il faut aller plus loin, donc l'école, l'université, les grandes écoles, etc. Tout le milieu éducatif doit s'ouvrir de plus en plus, et c'est le cas. D'ici quelques années, moi je pense qu'on aura, moi je parle de cohorte, peut-être je suis trop optimiste, mais je pense que là on va avoir nos jeunes en situation de handicap qui vont frapper aux portes de vos entreprises et qui auront les qualifications. Moi je crois beaucoup, je suis optimiste là-dessus. Oui, je suis d'accord. Moi j'ajouterais 2 choses. Premièrement, je vais dans le même sens que Vanessa. Je pense que déjà il faut créer une culture dans les entreprises qui permet à ce que chaque personne qui a un handicap puisse en parler sans que ça pose un problème. Donc déjà, c'est un changement de culture dans les boîtes où le handicap n'est pas vu comme quelque chose de négatif, c'est vu comme quelque chose, point barre. Et je dirais, deuxième chose, c'est que ça sera sympa aussi que les entreprises, plutôt que d'essayer de recruter des personnes handicapées, essaient de faire en sorte qu'il n'y ait personne chez eux qui devienne handicapé. Parce que là, franchement, quand on voit le nombre d'heures que font les gens, quand on voit les conditions dans lesquelles les gens travaillent, quand on voit tous les problèmes de tout type, que ce soit physique ou psychique dans les entreprises aujourd'hui, déjà, si on faisait en sorte que les gens deviennent moins handicapés, ça sera quand même déjà pas mal. Hein. Et après, on commence à recruter. Merci. D'autres questions dans la salle? Yes. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Je suis en société de service aujourd'hui, donc une société du CAC 40. Et je suis ce qu'on appelle Engagement Director. J'ai été recrutée récemment. Alors, je suis un petit peu une forme de caricature du handicap, parce que pendant un certain temps, j'ai pensé qu'être femme dans un métier d'homme, c'en était un. Ensuite, j'ai découvert que j'en avais un autre qui était plus d'ordre psychique, et que celui-là, il me faudrait plus de temps pour le gérer. Donc, pour revenir au premier, j'ai intégré mon école d'ingénieur parce que j'étais une fille. Et aujourd'hui, j'ai été recrutée le 2 janvier dans cette société aussi parce que je réponds à une logique de statistique qu'il faut changer. Donc, je voudrais revenir sur 2 choses. La première, c'est
vers l'avant. Et du coup, ça ne rend pas du tout les choses cyniques. Je pense qu'au contraire, le fait de corréler ces termes de fragilité et de performance, c'est d'abord reconnaître qu'on a cette fragilité de ne pas être en capacité aujourd'hui d'intégrer l'ensemble des handicaps qu'on peut rencontrer. Donc oui, on a besoin de contraindre nos dirigeants, on a besoin de leur expliquer ce qui est de l'ordre de visible et d'autant plus facile à voir, mais de l'invisible, pas nécessairement de l'ordre de nos problématiques de civilisation comme nos sujets. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut accepter à travers ça. Donc, surtout pas le voir comme quelque chose de cynique, mais quelque chose de nécessaire pour passer le cap. D'ailleurs, quand j'ai été recrutée, le DRH m'a simplement demandé qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de recruter parce que vous êtes une femme. Et j'ai dit, mais oui, on en a besoin. Quoi. Il faut être juste... voilà, j'arrête avec la notion de femme parce que je ne veux pas revenir sur ce qui était avant. Par contre, il y a quelque chose qui moi, m'a fait avancer, c'est la question de la légitimité. C'est ce qui a été le plus dur à gérer. Parce qu'au départ, on a ce sentiment, visible ou invisible, d'être handicapé. Et puis en fait, on apprend à gérer, donc on voit les choses différemment. Mais il y a surtout la question de la légitimité. En fait, il y a deux étapes. D'abord, se rendre soi-même légitime pour être reconnu des autres, et ensuite, faire en sorte que les autres nous reconnaissent comme légitimes dans nos compétences, etc. Et je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. C'est pour ça que je pense que les mots sont importants. Parler d'handicapés ou de personnes en situation de handicap, c'est faire une évolution dans la considération qu'on a de quelque chose qui évolue dans la société, etc. Et je pense qu'au contraire, il faut faire évoluer ces mots-là, parce que c'est au travers de ces mots-là qu'on va pouvoir faire changer le regard des gens sur ce qui nous lie. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va prendre juste une dernière question et après on va conclure. Bon, deux dernières questions alors. Il y a un là et monsieur ici. Oui, vas-y. Je m'appelle Grace Camera et je suis d'une association. Et en fait, je voudrais juste intervenir sur la formation. En fait, vous dites que vous ne recrutez pas, mais parce qu'on ne forme pas. C'est assez difficile en vérité, l'accessibilité aux études supérieures notamment, parce que la majorité des écoles, pour la plupart, ne sont pas accessibles non plus. Et donc, il n'y a pas que le fait que vous ne trouviez pas de candidats, il y a aussi ce problème de formation et c'est un vrai problème d'intégrer des personnes en situation de handicap dans le supérieur. Oui, je pense que l'accessibilité, on ne va pas entrer dans le débat, mais il n'y a pas que l'accessibilité qui pose un problème. Monsieur ? Oui, bonjour. Édouard Pastor, Handigo, consultant. Je voudrais revenir sur les deux termes, Handigo, handicapé, et puis personne en situation de handicap. Handicapé, c'était intéressant quand on a travaillé pour l'AGFIP à Innovaccess, à Grenoble, où il a fallu lever les freins à l'embauche. On avait 130 entreprises à auditer, il n'y en a pas eu 10% qui ont voulu entrer dans le principe de subventionnement de l'AGFIP pour s'adapter. Donc il fallait lever les freins à l'embauche. Être en situation de handicap, c'est un autre exemple, c'est le siège de Sanofi où le DRH nous a remis un cahier des charges précis sur les situations de handicap. Fauteuil roulant, malmarchant, malvoyant, non-voyant, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose de déterminant à l'embauche d'une personne handicapée. C'est pour que la personne handicapée ne se sente pas un mouton noir, il faut que tous les défauts, tous les impairs soient levés, soient enlevés. Un bouton de porte, un robinet d'évier, etc., sont des impairs et donc nuisent à l'embauche d'une personne handicapée. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, je fais un petit... Ok, dernière. Ok. D'en parler aussi parce que
Merci à vous. Merci à vous. Avant le film, je voudrais juste conclure avec quelques mots. Moi, je suis un peu comme vous. Moi, je m'en fous complètement entre personnes handicapées et personnes en situation de handicap. En revanche, il y a un mot que je ne supporte pas. Et je m'adresse peut-être à Anne, parce que peut-être Anne qui a plus de pouvoir que nous autour de la table pour faire changer des choses. C'est le mot valide. Le mot valide. Allez dans un dictionnaire et cherchez le mot valide et regardez ce que ça veut dire. Parce qu'on va montrer un film dans un instant et après on va avoir Riyad qui va venir comme grand témoin. Il faut changer le regard sur les personnes handicapées, c'est clair. Mais il faut aussi changer le regard sur les personnes non handicapées. Parce que le mot qu'on utilise tout le temps pour les personnes sans handicap, c'est valide. Valide dans le dictionnaire, c'est en bonne santé, capable de travail. En bonne santé, capable de travail. Je suis désolé, mais vous foutez de ma gueule, là. En bonne santé, capable de travail. Je suis handicapé, donc je ne suis pas valide, donc je ne suis pas en bonne santé, je ne suis pas capable de travail. Bon. Après, j'ai regardé les synonymes. Donc, les synonymes de mots valide, je lis parce que j'oublie toujours. Valable, sain, vigoureux, vivant. Valable, sain, vigoureux, vivant. Donc, on n'est pas valable, on n'est pas sain, on n'est pas vigoureux, on n'est pas vivant. OK, je suis d'accord. Après, ce qui est intéressant, vous regardez dans Robert, vous regardez les antonymes de mots valides. Parce qu'un antonyme de mot valide, c'est un synonyme de mot handicapé. Et là, on trouve, et je cite, boiteux, cacochime, je n'avais jamais entendu ça avant, estropié, impotent, infirme, invalide, malade. Oui, tu as raison. Oui, moi aussi j'adore. Donc, si on pouvait changer le mot valide, ça serait vachement bien. Ok, je prends. Mais pas toute seule. Alors, juste en conclusion, avant d'inviter Riyad sur scène, on va montrer un petit film qui est j'ai deux films préférés sur le handicap. Il y a un qui est un film belge qui montre qu'une personne handicapée peut être aussi con qu'une personne non handicapée. Mais je choisis un autre qui est un film de pub des JO à Londres il y a combien de temps maintenant? Il y a 6 ans. Pour 2 raisons. Un, parce que je suis très chauvin en tant que Britannique. Et deuxièmement, parce que chaque fois que je l'ai vu, j'ai dû le voir, je sais pas, des dizaines, presque une centaine de fois, chaque fois que je le regarde, ça me donne des frissons parce que je trouve ça extraordinairement beau. Et je trouve que c'est une bonne manière de présenter notre grand témoin après. Donc, le film. Kick the bass for them brothers and let them know what goes on. Rolling stones of the rap game, not bragging. Lips bigger than Jagger, not sagging. Spell it backwards, I'ma leave it at that. That ain't got nothing to do with rap. Get up. Just like that. 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 I know this is a shock. Gangster 20 years later, of course endures while consciousness faded. New generations believe in them fables. Gangster boogie on 2 turntables. Thank you for letting us be ourselves. So don't mind me if I repeat myself. These simple lines be good for your health. To keep them crime rhymes on the shelf. Live love life like you just don't care.